En provenance de Saint-Pétersbourg, en Russie, où s'est tenu le deuxième sommet Russie-Afrique, le président de la transition, Nicolas Assimi Goïta et sa délégation ont regagné Bamako ce matin. Cette participation malienne à ce rendez-vous de Saint-Pétersbourg est saluée à plus d'un titre. Dans ce journal, on met en évidence les retombées économiques de ce deuxième sommet Russie-Afrique. Les membres de la commission des mines, de l'énergie et de l'eau du CNT à table pour mieux cerner le projet de loi du code minier et le contenu local en République du Mali. La finalité est de contribuer davantage à la gouvernance et au développement de l'industrie minière au Mali. Notre grand formant du jour nous amène à Koutiala à la rencontre de deux commerçantes, Aïcha Traoré, dite Matouré et Sitan Sissouma. Grâce à leur ténacité, elles ont su tirer leur épingle du jeu. Salah Babi et Mamoutou Touré en course pour la présidence de la Fédération malienne de football. Les deux candidatures ont été retenues sur 4 par la commission électorale de première instance de la FEMAFOOT. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. En provenance de Saint-Pétersbourg, en Russie, où se tenait le deuxième sommet Russie-Afrique, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta et sa délégation ont regagné Bamako ce matin. À sa descente d'avion à l'aéroport président Modibo Keïta Sénou, le chef de l'État, a été accueilli par le Premier ministre, Dr Shogel Kokalamaïga. Sur place également plusieurs autres personnalités, le président du Conseil national de transition et les membres du gouvernement. Le retour du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, de Saint-Pétersbourg en Russie, où il a participé au deuxième sommet Russie-Afrique. Le président qui salue le président du Conseil national de transition et les membres du gouvernement. De l'aéroport à son domicile à Kati, le président Goïta a reçu les honneurs de la population.
Dans les semaines à venir, le Mali recevra 20 000 tonnes de gasoil et 30 000 tonnes d'engrais dans le cadre de son partenariat avec la Fédération de Russie. Résultat des contacts de haut niveau entrepris de longue date mais finalisés avec les autorités et les sociétés russes en marge du deuxième sommet Russie-Afrique. Énergie, prospection et exploitation minière, chemin de fer, transport aérien, commerce, autant de secteurs dans lesquels les échanges se sont poursuivis avec à la clé des accords ou des projets d'accords. Avec nos envoyés spéciaux à Saint-Pétersbourg, voyons quelques retombées économiques du 10e sommet Russie-Afrique. Yaya Konaté. Un partenariat économique a hissé au niveau des relations politiques jugées excellentes. À Saint-Pétersbourg, Maliens et Russes y ont travaillé sans relâche, poursuivant ainsi les efforts entrepris de longue date. Résultat, à l'annonce par le président Poutine de l'envoi dans les prochains mois de 25 000 à 50 000 tonnes de blé dans 6 pays africains, dont le Mali, s'ajoutent d'autres bonnes nouvelles. Je rappelle que les premiers 50 000 tonnes de blé sont arrivés et ont été distribués à nos opérateurs qui sont dans le domaine de la boulangerie. Également, nous avons obtenu 20 000 tonnes de gasoil qui vont arriver dans les semaines à venir. Également, nous avons obtenu 30 000 tonnes d'intrants agricoles, toutes choses qui doivent nous permettre d'abonder un fonds qui va nous permettre d'assurer et de garantir l'approvisionnement régulier et correct du pays en denrées alimentaires, et notamment des produits pétroliers, des intrants agricoles et le blé. Consciente que la résolution des questions énergétiques constitue la base de tout développement, les autorités maliennes ont eu des échanges sur la question ainsi que sur celle de l'exploitation et de la recherche minière avec le partenaire russe. Des questions sur lesquelles les parties sont parvenues à des accords ou des projets d'accords. Nous avons signé des accords et nous sommes en train de finaliser d'autres accords pour pouvoir amener la partie russe à venir investir avec nous dans des barrages et dans d'autres sources d'énergie que nous allons développer par la suite. Également, nous avons validé les derniers termes d'un accord de partenariat en termes de géologie et des mines. Et je pense que dans les prochaines semaines, nous allons signer des MOU tendant à assurer une bonne couverture, et non seulement en termes de recherche minière, mais également en termes d'exploitation de nos ressources minières, en accord avec la société nationale que nous venons de créer, qu'on appelle la SOREM. Le partenariat renforcé entre les deux pays permettra également au Mali d'avancer sur la question du transport ferroviaire, mais aussi sur celle du transport aérien, avec en projet l'acquisition de nouvelles locomotives ou la création d'une compagnie aérienne. Lors de notre dernière mission ici, nous avons rencontré la société russe STM qui s'était engagée à venir faire des études et à nous permettre de décoller le chemin de fer. Donc tout le monde reconnaît aujourd'hui que le train a démarré. Maintenant, nous avons poursuivi les échanges en vue de signer un accord pour venir faire des études nous permettant d'avoir non seulement des trains qui roulent au standard, également que de pouvoir obtenir des trains qui roulent au métrique. Parce que les accords sont en cours de signature et nous ont envoyé déjà le draft et nous sommes en train de regarder pour pouvoir signer cet accord. Dans le même temps, nous sommes engagés à acheter avec cette société des locomotives nous permettant d'assurer la continuité de ce service. Au-delà de ça, nous avons échangé sur le transport aérien. Vous savez que le Mali regorge de 34 aéroports intérieurs, des aéroports dont certains sont aux normes internationales aujourd'hui. Et le Mali envisage en tant que hub, compte tenu de sa situation géographique dans la sous-région, de développer vraiment une société d'État qui va nous permettre d'assurer le transport aérien. Et la partie russe était très très intéressée. Et je pense qu'également dans les prochaines semaines, nous allons avancer sur ces questions. Sur le plan du commerce, Maliens et Russes décident d'aller beaucoup plus loin que les simples échanges commerciaux, avec en ligne de mire l'accélération des investissements étrangers et précisément des investissements russes au Mali. Nous sommes venus leur dire que le commerce est très bien, mais nous voulons surtout qu'il y ait un transfert de compétences pour que les opérateurs privés maliens puissent nouer des partenariats afin de créer des valeurs ajoutées chez nous. Voilà pourquoi les opérateurs qui étaient là ont tous eu
à avoir des contacts et des contacts assez avancés. Et l'État même a eu des contacts, notamment, comme je viens de le dire, en matière énergétique, en matière de recherche minière et en matière d'exploitation minière. Il s'agit désormais de donner un autre contenu qui est de venir installer des capacités chez nous, permettant non seulement de recruter beaucoup de personnes, de créer une valeur ajoutée et de permettre vraiment à notre pays d'avoir une certaine croissance. La journée du Mali au Forum économique et humanitaire a été l'occasion pour le ministre de l'économie et des finances d'exposer aux partenaires russes et étrangers les potentialités du pays et les opportunités que cela offre aux investisseurs à travers le stand Mali, l'un des plus animés et des plus visités au cours de cet événement à caractère économique. Le Mali qui, avec l'appui du partenaire russe, entend désormais saisir les opportunités que lui offre l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale en mettant un accent particulier sur les secteurs dans lesquels notre pays dispose d'avantages comparatifs. Le Premier ministre a rencontré successivement une délégation d'un cadre de concertation de la filière pain et une autre de la troupe culturelle de Ségou, les membres du bureau de l'Union des Patriotes et enfin une délégation de la coordination nationale du groupe Citoyenneté et Droits humains, la synthèse de ces audiences avec Alousseni Touré. Les acteurs de la filière pain avaient à cœur de faire l'économie de leur démarche en vue de réorganiser leur filière. C'est pour la présentation du cadre de constatation à M. le Premier ministre pour lui faire connaître la mission, les enjeux, les défis et les perspectives du cadre de concertation. Parce que le cadre de concertation de la filière pain regroupe l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Blé, farine, pain. C'est-à-dire, c'est une situation d'interdépendance, c'est-à-dire du producteur de blé et de maïs, de céréales, en passant par le meunier qui fait la transformation, des industries de transformation, des industries de transformation aux boulangeries, des boulangeries maintenant aux consommateurs. La délégation de Ségou est venue présenter son trophée obtenu lors de la biennale dont ils ont enlevé le premier prix. On a jugé utile, après Mopti, de tout faire pour venir à Bamako et lui présenter. Pour nous, c'est une question d'honneur de lui présenter le trophée et puis qu'il nous fasse des bénédictions. Donc après cela, notre objectif, on doit poursuivre les salutations auprès des ressortissants de Ségou, à Bamako ici. L'Union des Patriotes est un parti politique qui soutient la transition. Nous nous sommes mis d'accord il y a 2 ans de cela pour pouvoir créer cette association afin de lutter contre ces inégalités. Donc d'apporter notre pierre à l'édifice que vous soutenez maintenant, qui est celui de restaurer le patriotisme, la souveraineté aux Maliens. On a eu à mener aussi des activités dans ce sens, afin d'apporter notre pierre à l'édifice. Nous avons sensibilisé, apporté des notions de sensibilisation, à savoir décoloniser les mentalités afin que celles-ci puissent se joindre à nous pour un Mali prospère. Le groupe Droits et Citoyenneté envisage dans son programme des activités de formation et de sensibilisation sur la citoyenneté. Notre visite de cet après-midi, c'était d'abord remettre les rapports d'activité quand même de nos différents programmes et également remettre aussi quand même un projet en termes de soutien aux autorités de transition pour contribuer à la stabilisation de la 5e région. Au-delà de tout ça, c'est aussi apporter tout notre soutien aux autorités de transition de par ma voix et de par quand même les 2000 membres du groupe Citoyenneté des Droits humains, de l'intérieur comme à l'extérieur. Le chef du gouvernement a vivement remercié ses interlocuteurs et les a exhortés à œuvrer chacun dans son domaine et à contribuer à l'avènement d'un Mali refondé et prospère. Les membres de la commission des mines, de l'énergie et de l'eau du Conseil national de transition à table pour mieux cerner le projet de loi du code minier et le contenu local en République du Mali. Cet exercice se déroule avant le vote du dit projet de loi. La finalité est de contribuer davantage à la gouvernance et au développement de l'industrie minière au Mali. Jules Sambou Sissoko.
Les textes juridiques qui vont permettre un encadrement judiciaire du secteur minier du Mali, notamment le projet de loi 2023-4041 portant code minier et le contenu local, sont le centre d'intérêt de cet atelier de renforcement des connaissances et de partage des membres du CNT. Cet exercice intervient avant de voter le projet de loi en question. En effet, l'apport du secteur minier au PIB national est de l'ordre de 8%. Ce qui constitue une part importante dans l'économie nationale. L'adoption du présent code permettra de porter cette part à hauteur de 20 à 25% du PIB, répartie plus largement entre acteurs économiques étrangers et entreprises maliennes. Les innovations apportées au projet de loi mettent les Maliens au cœur de l'exploitation minière. La relecture a pris en compte les enseignements, les expériences et les bonnes pratiques en matière de législation minière afin d'arriver à un partenariat qui soit gagnant-gagnant. Le projet de code qui vous est soumis contient des innovations majeures qui permettront au secteur minier de mieux répondre aux intérêts du peuple malien en respect à un des principes clés édictés par le président de la transition, à savoir la défense des intérêts du peuple malien dans toutes les prises de décision. Nous allons certainement aller dans ces 2 jours en session extraordinaire pour voter ce code minier que notre pays attend, que notre gouvernement de transition attend, que le président de la transition attend. Ça nous permettra, lors de la plénière de cette session extraordinaire, certainement qui va être convoquée dans ces quelques jours, eh bien, d'adopter ce code minier en toute connaissance de cause, dans l'intérêt de ces pays. Les enjeux de cette rencontre, animée par des experts, portent sur les retombées colossales de l'exploitation minière qui devront contribuer à l'essor du Mali. À présent, ce communiqué, le président du Conseil national de transition et l'ensemble des membres du CNT ont appris les décisions prises par les gouvernements de transition du Burkina Faso et de la République du Mali à travers le communiqué conjoint du 31 juillet 2023 relatif aux conclusions des sommets extraordinaires de la CEDEAO et de l'UEMOA sur la situation du Niger. Le Conseil national de transition félicite les gouvernements de transition du Burkina Faso et de la République du Mali suite aux mesures indiquées dans les 10 communiqués en réponse aux conclusions des sommets extraordinaires de la CEDEAO et de l'UEMOA tenus le 30 juillet 2023 à Abuja au Nigeria. Le Conseil national de transition regrette les dites conclusions qui portent préjudice à la souveraineté du Niger et exprime sa profonde indignation face à cette posture inhumaine de la CEDEAO qui ne tient pas compte des graves conséquences qu'elle pourrait causer sur la situation déjà fragile du peuple frère du Niger. Le Conseil national de transition encourage les gouvernements de transition du Burkina Faso et de la République du Mali pour leur détermination commune à faire face à l'arbitraire de la CEDEAO dans la gestion de la crise au Niger. Le Conseil national de transition, tout en réaffirmant son soutien inconditionnel et sa solidarité vis-à-vis des décisions prises par nos 2 pays, exhorte les gouvernements de transition du Burkina Faso et de la République du Mali à œuvrer aux côtés des nouvelles autorités nigériennes pour aider le peuple nigérien à surmonter ces moments difficiles et à l'accompagner dans sa quête de souveraineté et de prospérité. Le Conseil national de transition invite enfin les populations du Burkina Faso et du Mali à la sérénité et à rester toujours mobilisés derrière leurs autorités de transition respectives. Que Dieu bénisse l'Afrique. Suite aux décisions prises par les gouvernements de transition du Burkina Faso et de la République du Mali à travers un communiqué conjoint du 31 juillet 2023 relatif aux conséquences des sommets extraordinaires de la CEDEAO et de l'UEMOA, le mouvement africain pour la solidarité, le Parti démocratique pour la bonne gouvernance et la paix, le mouvement Veille citoyenne et le Parti africain pour l'intégration et la souveraineté, tous réaffirment leur soutien inconditionnel au gouvernement de transition du Burkina Faso et de la République du Mali. Les experts maliens du comité technique sur le retrait de la MINUSMA étaient en conclave ici à Bamako. Ce comité technique qui regroupe les experts nationaux sur la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies vise à faire le bilan des activités menées en vue de donner au comité de pilotage, organe politique, des éléments d'appréciation. Modibo Mariko.
À la veille du début du processus de retrait de l'aménagement, les membres du comité technique mis en place à cet effet travaillent sur les derniers réglages. Il s'agit ainsi de faire le bilan du processus en termes d'activités menées. L'objectif est de permettre aux différents acteurs de se mettre au même niveau d'information. Nous nous sommes organisés aujourd'hui pour avoir une restitution des différents groupes de travail. Il y a un premier groupe de travail défense, sécurité et logistique, mais également nous avons fait le point par rapport également au deuxième groupe en charge des tâches à transférer. Et sans oublier également que le Mali a mis en place maintenant un troisième groupe propre à la partie malienne qui travaille sur l'atténuation de l'impact du retrait de l'aménagement. Donc maintenant, il faut travailler aussi sur des documents juridiques pour que ça puisse y avoir la rétrocession, parce que, comme vous le savez, ça doit être rétrocédé à l'État malien. Cette réunion, qui regroupe les experts nationaux des différents départements et de certaines institutions de la République, constitue ainsi le deuxième niveau des mécanismes pour l'application de la résolution 2690 des Nations Unies. À ce titre, elle sert de boussole non seulement pour le comité de pilotage, mais aussi prépare le terrain pour un atelier avec l'aménagement. C'est une table ronde qui commence demain sur 3 jours. C'est pour faire un peu le point par rapport à toutes les activités menées par l'aménagement, au projet en cours, pour savoir exactement qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui reste à faire. On peut transférer ces projets à quelle autorité? Est-ce que ça va être l'équipe des Nations Unies, qu'on appelle équipe pays, qui va continuer à faire le suivi? Ou alors est-ce que c'est des projets qu'on va transférer à l'État malien? Donc c'est véritablement déterminer cela par rapport aux actions, quelles sont les priorités également du gouvernement et quelle autorité, quelle structure peut continuer ce suivi. C'est vrai, l'aménagement va partir, mais les Nations Unies restent au Mali. A noter que la première phase du retrait de l'aménagement démarre en principe ce mercredi. Un retrait qui est prévu pour se dérouler de façon coordonnée, ordonnée et sécurisée et qui prendra en compte les zones dites vulnérables ainsi que la situation des 800 Maliens qui travaillent pour l'aménagement, nous a-t-on fait savoir. Le Mali a célébré le 30 juillet la journée mondiale de la lutte contre la traite d'êtres humains et la campagne Cœur Bleu. Avec ces célébrations, les autorités maliennes et leurs partenaires prouvent qu'ils sont en ordre de bataille pour minimiser les risques liés au phénomène. Reportage Boubacar Kanouté. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, a célébré la journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres et les pratiques assimilées. Couplée cette année au lancement de la campagne de Cœur Bleu, qui représente la solidarité avec les victimes et l'insensibilité de ceux qui achètent et vendent leurs semblables. Cette commémoration est l'occasion pour les acteurs de jeter un regard rétrospectif sur les acquis et les défis à relever dans ce combat. La célébration de la journée mondiale de lutte contre la traite des êtres est chaque année une opportunité pour rappeler à notre gouvernement ses engagements d'une part, et d'autre part pour attirer l'attention du grand public sur les droits fondamentaux des victimes de la traite. Le thème de cette année place ainsi les victimes de la traite des êtres humains au centre de la campagne et marque l'importance d'écouter et d'apprendre des survivants de la traite des êtres humains. Aujourd'hui, dans le monde entier, des millions de victimes de la traite des êtres humains passent inaperçues. Beaucoup d'entre elles se promènent parmi nous dans la vie de tous les jours. La traite des êtres humains est un crime qui se cache non seulement dans l'ombre, mais aussi à la vue de tous. Pourtant, nos réponses ne sont pas à la hauteur, laissant de nombreuses personnes sans protection. Le thème retenu pour cette édition est « Chaque victime de la traite des êtres humains compte. Ne laissez personne de côté ». Un thème interpellateur, le Mali est un pionnier dans ce combat. La commémoration de cette journée d'aujourd'hui témoigne de la volonté du gouvernement malien à œuvrer pour juguler ce fléau. L'efficacité de ce combat implique une synergie d'action entre tous les acteurs nationaux, régionaux et internationaux. C'est pour cela que nous devons œuvrer pour consolider ensemble les acquis. La consécration du Mali à la catégorie 2 par le département d'État américain dans son rapport de 2023 sur la traite des personnes illustre l'engagement du pays qui ne saurait rester en marge de la célébration de cette journée internationale de lutte contre la traite des êtres humains. Le ministre de la Justice s'est vu décerner le prix Boubacar Touré, un éminent magistrat qui nous a quittés. Il y reçoit dans la même foulée le rapport 2021 du Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. La signature par les invités du tableau d'engagement boucle
cette journée de commémoration. La ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a visité hier lundi les centres de formation professionnelle de Sénou et de Moussabougou. En se rendant dans ces centres de formation, Bagayogo Aminata Traoré veut galvaniser le secteur tout en appelant la jeunesse malienne à s'intéresser à la formation professionnelle. Le point avec Abdul Karim Kaba. Truelle et taloche en main, comme une bonne technicienne des bâtiments, Bagayogo Aminata Traoré célèbre la journée panafricaine des femmes sur le terrain. En visitant les centres de formation professionnelle de Sénou et de Moussabougou, la ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle s'est apaisantie sur 3 choses: l'efficacité de l'enseignement, la formation continue des formateurs et l'insertion des jeunes diplômés. Pour elle, le Mali a fort besoin de la formation professionnelle et c'est un domaine qui ne chôme pas. Au niveau de ces centres-là, on forme au métier de BTP. Donc tout ce qui est menuiserie, tout ce qui est carrelage, tout ce qui est staff. J'ai vu qu'on formait les jeunes à la métallurgie, j'ai vu qu'on formait des jeunes à la coiffure, j'ai vu qu'on formait les jeunes à la coupe, à la couture. Donc ce sont des métiers aujourd'hui que les jeunes doivent considérer et j'ai un message vraiment à adresser à cette jeunesse malienne pour leur dire que ces métiers-là sont des métiers d'avenir. Pour la valorisation de ce domaine, Bagayogo Aminata Traoré a une politique. On va essayer de voir comment promouvoir les projets des jeunes. On va essayer de promouvoir les stages d'apprentissage pour les jeunes. Donc ça c'est pour le volet écosystème de l'entrepreneuriat. On va aussi essayer de travailler sur l'accès au financement. Donc il y a une grande problématique aujourd'hui des projets des jeunes et on va essayer également de travailler sur la formation professionnelle, donc qui est l'objet de notre visite aujourd'hui. Et à ce niveau-là, je pense que l'une des premières choses à faire, c'est vraiment de changer cette mentalité, cette façon de penser que les jeunes ont par rapport aux métiers liés à la formation professionnelle. La visite des ateliers et des rencontres avec les personnels des centres de formation professionnelle de Sénou et de Moussabougou ont été les temps forts de cette journée de visite de travail du ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Notre grand format du jour nous amène à Koutiala, à la rencontre de 2 commerçantes. Il s'agit d'Aïcha Traoré, dite Matouré, qui évolue dans le commerce des légumes depuis plus de 40 ans et citant si souvent vendeuse de fruits. Grâce à leur ténacité, elles ont su tirer leur épingle du jeu. Brema Koné nous fait découvrir ces braves dames. Au regard de leur courage, ce n'est pas étonnant que les femmes soient capables de contribuer considérablement au développement économique de la ville de Koutiala. Ce qui peut être perçu comme une prouesse est que cette ensucement vendeuse de bananes est partie de rien et gère aujourd'hui des millions. J'ai commencé ce travail avec 3 000 francs quand j'avais 12 ans. Aujourd'hui, je peux traiter un marché de 3 millions. La banane que je vends provient des villages de Sunglasso, Sunguba, Molobala, Djola, Urukila et Galasso. Grâce aux producteurs de bananes de ces villages, je donne satisfaction à mes clientes. Ça me fait 10 ans de collaboration avec Sita. Elle sait faire le marketing et elle est patiente, ce qui me permet de vendre d'abord la banane avant de lui remettre son argent. Ce commerce est bénéfique pour moi. La chaîne de commercialisation de la banane profite bien à ce jeune homme de 19 ans dont le destin a été forgé par sa mère. Je suis livreur de bananes. Je voulais aller à l'extérieur, mais ma mère n'en voulait pas. Elle m'a acheté cette moto tricycle et j'ai choisi de livrer de la banane à Sita. Toutes choses qui m'ont permis de m'épanouir et d'acheter une seconde moto. Que Dieu soit loué. Cet ensucement constitue un modèle en matière d'autonomisation des femmes en ce sens qu'elles disposent des biens importants. Il n'y a pas de saut métier. Grâce à la vente de bananes, j'ai pu construire 2 lots à usage d'habitation. Je demande aux femmes qui évoluent dans ces domaines d'être solvables et assidues. Ces 2 aspects constituent mon secret.
Du haut de ses 70 ans, Aïcha Traoré, dite Matouré, continue de montrer le chemin de la réussite aux générations montantes. Elle a fait ses preuves dans le commerce des légumes. J'ai 40 ans d'expérience. Quand j'avais 35 ans, j'exerçais ce métier en compagnie de mon mari qui était chauffeur. La construction d'un lot à usage d'habitation, la prise en charge de mon père et de ma mère constituent pour moi les premiers avantages de ce métier. Aujourd'hui, malgré les difficultés liées au commerce, j'arrive à supporter les charges familiales. J'assure petit à petit la relève. Ça va car nous gagnons souvent 250 000 francs par mois. Plusieurs femmes de Koutiala s'épanouissent à travers le commerce et aident leurs semblables à fructifier leurs affaires. Les travaux de l'atelier de coordination du projet scolarisation des filles PASCOFI ont pris fin ici à Bamako pendant 3 jours. Les participants ont analysé et approfondi les résultats obtenus par le projet à mi-parcours. Ils ont ensuite fait des propositions d'innovation, de transfert de cash aux bénéficiaires du projet. Youssouf Diakité. Pendant 3 jours, il s'agissait pour les participants venus des académies de l'intérieur du pays et de Bamako de réfléchir sur comment intégrer des innovations dans le projet PASCOFI après 2 ans de gouvernance. Comme innovation proposée, on peut citer la dotation des CAP en ressources financières et humaines, la pérennisation des acquis du projet, le transfert du cash aux bénéficiaires. Nous avons pensé qu'il faut vraiment booster la scolarisation des filles à travers des innovations. Alors, parmi ces innovations, nous allons initier au sein de ce projet ce que nous appelons communément bulletin scolaire. Ces bulletins scolaires, c'est pour voir dans quelle mesure les filles vulnérables peuvent avoir accès à l'éducation et de façon pérenne et de façon efficace à travers leur présence régulière au cours. L'étape suivante du projet PASCOFI, c'est la mise en œuvre des innovations identifiées pour plus d'efficacité et de résultats. En tout cas, le gouvernement du Mali salue déjà les résultats obtenus à mi-parcours. Au regard de la lecture des rapports généraux, nous pouvons affirmer, sans risque de nous tromper, que les objectifs visés par l'atelier ont été atteints. Pendant tout le processus, faut-il le rappeler, l'accent est mis sur la formation continue des enseignants. Les techniques de procédure de passation, d'exécution, de contrôle des règlements des marchés publics et des délégations de services publics sont au menu d'une série de sessions de perfectionnement ici à Bamako. Les bénéficiaires sont des agents du secteur privé et des cadres des administrations publiques. Batraori. Selon le président de la RMDS, l'autorité de régulation des marchés et des délégations des services publics, la commande publique constitue aujourd'hui le moteur des économies modernes. Dès lors, la procédure de passation de la commande publique devient une priorité. C'est pourquoi la structure s'engage dans une série de mises à niveau et de perfectionnement des agents du secteur privé et cadres de l'administration. Les enjeux de la bonne gouvernance recommandent aujourd'hui que les différentes composantes de la société, notamment l'État et ses démembrements, le secteur privé, la société civile, soient mieux imprégnés des dispositions du Code des marchés publics et ses textes d'application. La réalisation de cette mission de formation est un moyen pour la RMDS de contribuer à la bonne gouvernance économique et à la rationalisation des dépenses publiques. Au total, 4 sessions de perfectionnement seront distillées pour permettre aux cadres du privé et du public de maîtriser la procédure de passation, d'exécution, du contrôle et du règlement des marchés publics et des délégations de services publics. J'ai bon espoir qu'à l'issue des présentes sessions de formation, vous serez mieux outillés pour réussir votre mission en matière de préparation des dossiers d'appel d'offres et d'analyse des offres afin de proposer un titulaire de marché conformément à la réglementation en vigueur. Les sessions sont suivies par les agents de la SOMAGEP, d'EDEM SA, de la SMTD, de l'AEDD, entre autres.
Vu la situation sociopolitique au Niger, l'Alliance pour la refondation du Mali, AREMA, et la communauté nigérienne au Mali ont animé un point de presse. C'était le samedi dernier. L'Alliance pour la refondation du Mali et la communauté nigérienne au Mali apportent leur soutien indéfectible aux nouvelles autorités du Niger à travers des déclarations. Suleiman Sidibé. Après les événements du 26 juin 2023 au Niger, l'Alliance pour la refondation du Mali et la communauté nigérienne au Mali ont jugé nécessaire de rencontrer les hommes des médias pour faire des déclarations de soutien aux nouvelles autorités nigériennes. Nous, forces politiques et de la société civile, agissant au nom du peuple malien, avons suivi avec beaucoup d'intérêt et d'attention les derniers développements survenus au Niger, un pays frère et ami, depuis le 26 juillet 2023, à la suite desquels le peuple nigérien, en particulier les forces de défense et de sécurité, ont décidé de prendre leur destin en main en imprimant à la nation nigérienne une orientation nouvelle et une marche vers un avenir radieux pour l'honneur et la dignité du Niger. Nous tenons à saluer le courage et la détermination dont ont fait preuve nos militaires en prenant le contrôle du pays. Face à la malgouvernance, l'insécurité grandissante et la corruption rampante, ils ont pris leurs responsabilités pour rétablir l'ordre et la stabilité. Soutenir les autorités de la transition signifie également soutenir nos forces de défense et de sécurité. L'AREMA et la communauté nigérienne au Mali entendent se donner la main pour d'autres actions afin de bien soutenir les autorités maliennes et nigériennes dans leur combat et pour la réalisation de leur vision. C'est parti pour la 3e édition du camp national des jeunes filles à Ségou. C'est camp d'une semaine organisé par l'Association malienne des femmes des églises protestantes vise à inculquer nos valeurs sociétales à ces campeuses. Jeunes filles chrétiennes debout pour la paix d'État-nation, c'est le thème de cette année. Amidou Diallo. Elles sont plus de 200 jeunes filles venues de plusieurs régions du Mali ainsi que le district de Bamako pour ce camp des jeunes filles à Ségou. Cet espace de l'AMAFEP, Association malienne des femmes des églises protestantes, invite ces jeunes filles à être des mères éducatrices de demain. Le thème de cette 3e édition est « Jeunes filles chrétiennes debout pour la paix de ta nation ». Ce thème constitue un appel présent à toutes les jeunes filles pour prendre leur place dans ce pays. Pour ce faire, la jeune fille doit développer sa communion avec son Seigneur et faire de la Bible son repère ultime. Ce camp qui se tient après ceux de Bamako et Koutiala, une semaine durant, les campeuses auront beaucoup d'enseignements relatifs à la citoyenneté. Les enseignements porteront sur des exemples de jeunes filles dans la Bible qui ont été vraiment des artisans de paix pour leur pays, pour leur nation. Nous voulons donner ces enseignements pour que nos filles, nos demoiselles soient des artisans de paix partout. Les autorités maliennes, par nos voix, expriment encore toute leur reconnaissance à toute la communauté chrétienne. On note que la cérémonie d'ouverture de ce camp des jeunes filles a été marquée par des chants religieux et des prières pour le Mali. Le ministre du Commerce et de l'Industrie était en fin de semaine dernière à Ségou où il a rencontré les responsables des usines N-Soukala et autres au centre des échanges, la production du sucre. À l'issue des échanges, le ministre Moussa Alassane Diallo a fait des recommandations que vous pourrez suivre dans un entretien juste après ce journal. Le consortium d'associations, les complexes EFA+, et CAP viennent de démarrer leur activité dans le cadre du projet Protection des victimes de l'insécurité et du terrorisme dans la région de Ménaka. Ces projets nés du programme spécial d'appui aux associations et fondations visent à soutenir les personnes déplacées internes et les élèves. Mohamed Lamid Maïga.
C'est après une enquête et une cartographie des associations, fondations ONG, victimes de la cessation de certains financements venus de l'extérieur, que les autorités du pays ont décidé de la mise en œuvre du programme d'appui aux associations et fondations PESAF. C'est dans ce cadre que le consortium d'associations est retenu pour accompagner les bénéficiaires pour la réussite de ce programme visant à instaurer la paix et la cohésion sociale. Les 3 associations de Ménéka, à savoir CAP, Taguité ou Complexe IFA+, se sont organisées pour relever un certain nombre de défis liés à l'état de vulnérabilité des communautés locales et à la protection des populations déplacées internes suite à la recrudescence de l'insécurité et à l'avènement d'un terrorisme inédit dans la région de Ménéka. Les actions suivantes seront effectuées. Construction d'un espace ami des enfants, EAE, 40 enfants des PDI en âge d'aller à l'école recevront des kits scolaires, un cash de 25 000 francs CFA pour une première phase et 80 PDI et familles d'accueil vulnérables pour une première tranche. Le projet Protection des victimes de l'insécurité et du terrorisme dans la région de Ménéka entre dans le cadre de la concrétisation de ce programme. Le PESAF contribuera sans nul doute à mettre la région de Ménéka à la hauteur qu'elle vaut dans la paix et dans la sécurité. Il s'agit pour le consortium d'associations qui a bénéficié de cet appel d'offres de soutenir toutes les victimes de l'insécurité et du terrorisme dans la région de Ménéka, notamment les déplacés internes connus sous le nom de PDI. Ainsi, plusieurs kits composés d'objets de sensibilisation vont être remis aux légitimités traditionnelles, aux élèves et aux déplacés de la région. Plus de 89 millions de francs CFA pour booster la gouvernance locale et la citoyenneté au niveau des femmes et jeunes de 8 communes des cercles de Tombouctou, Gundam et Direya. Ce sont les ambitions du projet Tamaha qui signifie espoir, lancé par l'Association malienne pour la survie au Sahel et ses partenaires. Najim Babasissé. Tamaha ou Espoir, ce nouveau projet se veut de renforcer les organisations de femmes, des jeunes et les personnes vulnérables de connaissances en matière de décentralisation et de gouvernance locale. Autrement, une bonne maîtrise des affaires publiques. Il sera mis en œuvre par l'Association malienne pour la survie au Sahel en partenariat avec le Fonds d'appui aux moteurs du changement dans 8 communes des cercles de Tombouctou, Gundam et Diri. L'objectif du projet faire des organisations de la société civile, principalement les groupes de femmes et jeunes et même les personnes vulnérables, des acteurs clés dans la gestion des affaires publiques par la promotion des mécanismes d'efficience, de transparence et de révabilité de façon inclusive pour une bonne livraison des services sociaux de base dans un contexte social de paix et de cohésion. Durant les 10 mois de son intervention, ce projet financé à plus de 89 millions de francs CFA par l'ambassade royale du Danemark contribuera à l'émergence d'un esprit de citoyenneté, de civisme chez les jeunes qui constituent l'avenir de la nation. Cela grâce à une synergie avec les autres projets pilotés par l'AMSS. Je puis vous assurer tout l'engagement et la disponibilité entière des autorités municipales et des populations pour que les objectifs du projet Tamaha Espoir AMSS FAMOC soient une réalité. Je reste convaincu qu'en unissant nos efforts et travaillant main dans la main et dans la transparence, nous finirons par faire triompher le développement, la paix et le vivre ensemble dans notre région. Les représentants des organisations de la société civile ainsi que les élus des zones d'intervention ont rassuré de leur accompagnement en vue d'une meilleure atteinte des résultats escomptés par le projet. Direction Kita, l'ONG ERAD et Médecins du Monde Belgique se sont donné la main dans 40 villages et 4 communes et de 20 aires de santé pour favoriser les actions dans les domaines de la santé sexuelle et reproductive et les violences basées sur les genres. Le projet lancé pour une durée de 2 ans prend fin en octobre prochain et les acteurs parlent de son impact dans les zones. Mohamedi Alioubari. Contribuer à la protection et à la réduction de la morbidité et de la mortalité des populations en situation de vulnérabilité, c'est l'objectif du projet. Renforcement des mécanismes de protection en lien avec l'accès aux soins de santé sexuelle et reproductive, incluant les violences basées sur le genre, un projet mis en œuvre par l'ONG ERAD en partenariat avec Médecins du Monde Belgique.
Mes parents voulaient me donner contre mon gré à un mariage forcé. On a eu des discords et quand je me retourne vers des gens pour me défendre, j'ai l'impression qu'ils se sont entendus. Il y a beaucoup de formations qui ont été réalisées dans le cadre des violences basées sur le genre et dans le cadre de la santé sexuelle et reproductive et en faveur des membres des comités de protection et des acteurs communautaires. L'expérience a démontré que la fréquence des violences faites aux enfants et filles s'explique par l'ancrage de certaines pratiques traditionnelles néfastes, la faible connaissance de la population sur ces pratiques et leurs conséquences. C'est une réalité, les VBG au niveau de Kita, mais on sent vraiment cet engouement, on sent ce changement par rapport à ces actions communautaires que nous sommes en train de mener au niveau de ces zones d'intervention. Ce programme va s'étaler sur 2 ans, utilise un personnel d'environ 5 à 7 personnes et couvre 40 villages, dont 20 aires de santé dans la région de Kita. Dans la région de Kita, ce projet a renforcement des mécanismes de protection en lien avec l'accès aux soins de santé sexuelle et reproductive, incluant les violences basées sur le genre pour les populations en situation de vulnérabilité au Mali, a eu un impact positif sur la population. L'Union pour la démocratie, URD, et le Mouvement pour la démocratie, MDM, viennent de se fusionner pour former un seul parti politique. Quel est le bien fondé de cette union? La réponse avec Mamadou Fane. 3 ans après leur départ de la grande famille URD, les responsables du mouvement démocratique malien MDM reviennent au sein de leur famille. Ainsi, la famille URD s'agrandit avec la fusion-absorption du MDM en un seul parti unique. L'évolution des l'histoire politique de l'URD a tout naturellement posé l'équation de notre retour. Équation très rapidement résolue grâce aux efforts conjugués des femmes et des hommes dynamiques qui ont travaillé, qui ont œuvré dans le sens de notre retour. Camarades membres du MDM, j'affirme ici solennellement que vous avez porté haut le drapeau du parti URD jusqu'à votre départ en 2020. Près de 2 décennies durant, grâce à vos contributions financières et mobilisation de taille, le parti a agrégé de nombreux résultats, dont des conseillers locaux et nationaux. Vous avez su, après la création du MDM, mobiliser autour de ce mouvement de nombreux militants et élus dans beaucoup de communes du Mali. Vous avez implanté votre mouvement dans presque toutes les régions du pays et à l'extérieur du Mali. Merci d'avoir accepté d'intégrer tous ces trésors à l'URD. Pour le président de l'URD, son parti travaille à rassembler tous les militants du parti qui ont pris d'autres chemins à un moment donné. Il a ensuite appelé les militants à la tolérance et surtout au calme pour permettre à son parti de préparer sereinement les futures échéances. Le président de l'ACEP, Tendance, Ousmane Daou, a tenu un point de presse au siège de l'association pour informer l'opinion nationale sur la situation qui prévaut au sein de l'association des éditeurs de presse privée. C'était le jeudi dernier. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter Ousmane Daou. Il est au micro de Aliou Abdoulaye Touré. L'association des éditeurs de presse privée vit une situation née d'une assemblée générale ordinaire que mon bureau et moi avions convoquée le 14 janvier 2023, conformément au statut régissant notre association. En marge de cette assemblée ordinaire statutaire d'information, quelques directeurs de publication de notre organisation ont décidé de mettre en place, en violation des statuts et règlements intérieurs de l'association, un comité dit transitoire. C'est ainsi que nous avions privilégié le dialogue et nous avions accepté d'aller en médiation avec les dissidents. À la demande de la haute autorité de la communication, qui nous a saisis par courrier numéro 2023 033 P HAC
portant mise en place d'une commission ad hoc de médiation pour tenter de réconcilier les deux parties. Le Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ a abrité la cérémonie de la journée du bon citoyen organisée par les membres de l'association Ansardine. Cette journée du bon citoyen visait à rendre hommage à Chérif Ousmane Madani Aïdara, guide spirituel des Ansar, pour son engagement et ses œuvres de bienfaisance au service du pays. Les points avec Aridju Matina. L'association Ansardine témoigne une fois de plus sa reconnaissance à son guide spirituel, Seyd Chérif Ousmane Madani Aïdara, en lui dédiant cette cérémonie appelée Journée du bon citoyen. Il est un bon citoyen, quelqu'un qui a œuvré dans beaucoup de domaines, et quelqu'un qui a fait bénéficier les citoyens maliens de ses bienfaits. Lors de la journée, plusieurs personnages de divers secteurs et d'obédience religieuse ont rendu hommage au natif de Tamani pour son engagement et son don de soi. Grâce à son appui multiforme, un livre d'or lui a été décerné par les organisateurs de la journée. Plus de 40 ans durant, vous avez rendu de bons et loyaux services à l'humanité dans bien des domaines. Le peuple du Mali reconnaît vos œuvres incommensurables réalisées pour la paix, la stabilité et la prospérité du Mali, et donc le bonheur de tous les Maliens. Très ému et fier de ses militants et sympathisants, le guide spirituel des Ansar rassure et appelle les fidèles à une synergie d'action autour de leur pays. Toujours une fois, on a tout au Ghana, Jamanaï. Jamana foi tambolo nimpo. Avec qui chomina, ambekanga jija odela. Jija nyere yedo. Anganyine ala fa en façon ala ka kolosi, ala ka tanga, ala ka douane juya peche. Amba fofona minun de kunendo kado amba be kalama mais gouvernement ba sekola parce que we leituti ni ala sona senekala obi seneke mana ambu fo o wele do ya soro ala ya shere ka fo o hakili sigirabi ina fo moni febu o ti foranye biere ki ya fo anya anyi fo ma o wele anzeru ma ka fuye o kwanga ni ala sona o ka de mebita o ya wele bi alhamdulillah da ka barake o kote ngo masina ana mara a dugutigi min nana ya a bɛ dugutigi mugan bɔ k'a fɔ dekun b'u kan ayiwa faamaw ye leyidu di o bɛna wuli ka jɔ o bɛ baara la fana an b'a kalama an bɛ dugawu de k'u ye ala k'u se ala k'u fanga se ala k'u fanga se. Les initiateurs entendent renforcer et pérenniser cette journée du bon citoyen. Salah Babi et Mamoutou Touré en course pour la présidence de la Fédération malienne de football. Les deux candidatures ont été retenues sur 4 par la commission électorale de première instance de la FEMAFOOT. L'annonce a été faite cet après-midi par les membres de la commission électorale lors d'un point de presse. Sirakatou Sissé. La commission électorale de première instance de la FEMAFOOT, composée de 5 membres permanents, a réceptionné 4 dossiers de candidature auprès du secrétariat général de l'institution. La commission électorale a reçu 4 dossiers de candidature. Par ordre d'arrivée, le premier dossier qui est arrivé ici, c'est le dossier du sieur Amadou Mahaman Sango. Le deuxième dossier qui est arrivé, c'est le dossier de M. Sahala Babi. Le troisième dossier qui est arrivé, c'est le dossier de M. Mamoutou Touré. Et le quatrième dossier, c'est le dossier de M. Sekou Diogo Keita. Après une étude minutieuse des plis, 2 listes de candidatures sont retenues. Il s'agit de la liste conduite par Sahala Babi, le président de la Ligue régionale de football de Tombouctou, et Mamoutou Touré, le président sortant de la FEMAFOOT. Selon la commission électorale de première instance, ces 2 têtes de liste seront en course pour l'élection à la présidence de la FEMAFOOT le 29 août prochain. Donc, après examen des dossiers de candidature de la liste de Sahala Babi, on a constaté qu'il a répondu à tous les critères. Le candidat Mahmoud et sa liste, et après examen, la candidature la liste de candidature de M. Mamoutou Touré a été validée. Les listes des candidats Sekou Diogo Keita et Amadou Mahaman Sango sont rejetées pour les motifs suivants. Dans l'enveloppe,
il n'y avait que le dossier du seul candidat Sango, c'est-à-dire que la tête de liste, il n'y a que son dossier qui est dans l'enveloppe. Alors que sur une liste, c'est 19 membres. La liste de M. Sékou Diogo Keïta n'a pas pu obtenir les parrainages qui sont dans les critères de recevabilité des candidatures. Concernant Sékou Diogo Keïta, qu'il avait fait l'objet de condamnation, c'est le 22 juillet 2022, par la commission d'éthique. Il avait condamné à une peine de 5 années, l'empêcher d'exercer toute activité sportive. À compter de ce 1er août 2023, les candidats ainsi retenus, Sahala Babi et Mamoutou Touré, ont carte blanche pour battre campagne jusqu'au 29 août, jour du vote. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.